Nos invités nous ont rejoints, on installe les micros parce que c'est pas facile de retirer autant de matériel apporté par Jérôme Bonaldi. Il vient avec un semi-remorque en fait et il dépose son matos dès 8h du matin. On va parler des océans, des forêts, c'est un sujet majeur évidemment. Alors on est au Grand Palais mais c'est des mots qui sont dans ce document de 50 pages là, qui a été remis aujourd'hui d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera et il se passe des choses au Bourget. Les négociateurs ont remis ce document et je me suis laissé dire qu'il y avait peut-être le mot océan et forêt qui allait rester. Donc c'est sûrement une bonne nouvelle. Il y a des femmes sur mon plateau, je suis très heureux. Il y a des hommes aussi. Catherine Chabot, bonjour. Vous êtes navigatrice, journaliste. Vous avez fait plusieurs tours du monde. Vous connaissez parfaitement les océans. Et puis aujourd'hui, vous êtes engagée pour le climat à travers une plateforme qui s'appelle oceanclimate.org. Et puis on parlera de ce tour de France que vous avez fait il y a quelques mois à la rencontre des Français, des associations, des élus locaux, ceux qui vivent sur le littoral et qui vous ont fait partager non seulement leur diagnostic, il est un peu sombre, mais aussi leurs solutions, parce que sur ce plateau on parle de solutions. Sonia Troadec, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est beau, hein, c'est un beau plateau de télé quand même d'être ici au Grand Palais, on a beaucoup de chance. Présidente du FSC France. Vous nous expliquerez exactement ce qu'est cette certification, parce qu'on parlera avec vous des forêts, et responsable développement durable de l'association Famille de France qui est engagée dans ce processus plus large de développement durable. On fera le point avec vous dans quelques instants. Tristan Lecomte est avec moi, fondateur de Pur Projet. Alors c'est un collectif, là on parle de la forêt, qui plante des arbres, qui sensibilise en partenariat avec des entreprises la volonté de replanter. C'est pas uniquement pour le plaisir de faire de la décoration paysagère, il y a un vrai travail autour de la culture, de la permaculture. Quand on plante des arbres, on cultive mieux la terre et on en parlera avec vous dans quelques instants, Tristan. Et puis avec vous, celui qui a fondé Sea Shepherd, Paul Watson. Je suis très heureux d'être avec vous. Votre crinière blanche, on vous appelle le pirate de la mer. Le gentil pirate. Le gentil pirate, bien sûr. On reviendra sur votre combat, ça se passe sur l'eau. C'est souvent un combat dangereux pour lutter contre le massacre de baleines. Mais j'ai appris qu'il n'y avait pas que les baleines, il y a aussi d'autres poissons que vous défendez. On reviendra évidemment avec vous sur ces préoccupations parce qu'une grande partie de votre vie se fait sur les océans. Là, vous êtes sur la terre, mais bientôt vous repartirez en mer. Et on va en parler avec vous dans quelques instants. D'abord, j'ai envie de vous poser une question, on l'aura compris dans ce débat, on est à la fois à cheval entre l'océan et la forêt, vous êtes les représentants de ces deux puits de carbone. Est-ce que Catherine Chabot, Tristan Lecomte, est-ce que vous avez le sentiment de vivre les mêmes combats, de faire finalement la même chose, l'un dans la forêt, l'autre sur la mer? Qui veut répondre? Je peux répondre avec un cas très concret. En Thaïlande, par exemple, donc c'est un des pays où on plante des arbres en modèle agroforestier. Le cœur de notre activité, c'est de faire des modèles agroforestiers, c'est-à-dire de combiner l'agriculture avec la plantation d'arbres pour régénérer les sols et trouver un équilibre entre développement agricole et puis préservation de l'écosystème. Et en Thaïlande, on a planté à la fois dans des très hautes altitudes, autour de 1600 mètres, à 1200 mètres, à 1000 mètres, à 500 mètres. On a planté des mangroves aussi et maintenant on commence la coralliculture, à planter du corail. Et on voit qu'il y a en fait un parallèle évident, une continuité. L'objectif aujourd'hui, c'est de régénérer tous les écosystèmes sur la planète. Ils sont tous dégradés. Madame Barbu de l'UNCCD disait qu'il y a aujourd'hui 2 milliards de terres dégradées qu'il faut régénérer, ça c'est sur les terres, et puis dans les mers bien sûr aussi, il faut régénérer ces ressources et les conserver. Et ce qu'on fait avec Pur Projet, c'est que quand les terres sont dégradées, on plante des arbres, et quand il y a encore de la forêt, on fait de la conservation. Et c'est exactement aussi les deux types d'activités qui sont menées au niveau des océans. Régénérer ce qui est dégradé, et là c'est infini, et préserver ce qui peut encore l'être en créant des zones de conservation maritime. Donc je pense qu'il y a un parallèle évident. Évident, vous êtes d'accord? Alors absolument, la seule chose c'est que les forêts, ça fait longtemps qu'on s'en préoccupe. Ça fait longtemps que le mot forêt, vous l'évoquiez tout à l'heure, le mot forêt, il est déjà dans la convention climat, et la mobilisation pour les forêts, elle est de longue date. Les océans, c'est véritablement l'absent, c'est jusqu'à présent des négociations. C'est du reste pour ça qu'on a monté cette plateforme Océan Climat. Ce qui est complètement paradoxal, c'est que les océans produisent, c'est le deuxième poumon, c'est le poumon bleu de la planète, produisent 50%
de l'oxygène de l'atmosphère et comme les forêts aussi captent 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et la mer a trop de CO2, Catherine Chabot. Absolument, il y en a trop. Du coup, ça a des impacts sur... ça met en déséquilibre ce formidable élément qu'est l'océan et qui participe totalement à l'équilibre du climat. Donc, pour répondre à votre question, les combats, comme vous dites, sont certainement les mêmes. Maintenant, à nous, on prend souvent effectivement le comparatif, nous, monde plutôt de la mer, avec les forêts, pour faire comprendre aux gens les enjeux formidables que représentent les océans. Paul Watson, vous qui sillonnez les mers pour combattre très concrètement, pour vous engager, est-ce que vous le constatez, vous, sur ces mers, le dérèglement climatique? Je ne dis pas réchauffement climatique, mais ce dérèglement, est-ce que vous le voyez? I don't have a translator. Can you observe climate change when you are on the ocean? How can you spot that there is climate change? There are many ways. First of all, the winds have shifted for people who sail across the Pacific. The trade winds have moved 300-400 miles south. That's a very observable thing. Les vents changent totalement de... Very translate on the picture, yes? Oh, okay, it's okay. You can speak. Oui, on voit que les alizés So we're also changent seeing the totalement calving de of direction. glaciers in the southern ocean, in the Antarctica, in the wintertime, which hasn't happened previously. I think that any sailor, anybody who sails the ocean is well aware that climate change is a reality. We see it every day. It's very difficult because we're a land-oriented species. The ocean is out of sight, not of mind. But one of the things I'd like to say is that this is the planet ocean. There really is no land because the ocean takes many forms. It's in the sea as we see it. It's underground in groundwater. It's in the ice. It's in our bodies. It's in the plants. It's in the atmosphere. It's continuously surrounded by water, and that is the life support system of the planet. I guess you could say that the planet has two lungs. One is green, the rainforest, of course, and the other is blue. And the phytoplankton in the ocean provides most of the oxygen that we breathe, and that is being diminished. And that is, I think, the most serious problem right now is the diminishment of biodiversity and the destruction of that life support system. La fin finalement d'un système de soutien à la vie. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec un ministre africain et je découvrais que ce pays, entre 1960 et aujourd'hui, était passé de 16 millions d'hectares de forêt à 3 millions d'hectares. Ça, c'est pour un pays d'Afrique. Ça représente quoi la déforestation, Sonia Troadec, puisque cette certification, le FSC, c'est une manière aussi de faire avancer cette question. C'est quoi, si on va voir une image pour ceux qui sont ici et qui nous regarderont sur Internet, ça représente quoi ? Bien sûr, alors on a des chiffres, notamment par l'étude de la FAO, qui nous indique que depuis 1990, nous avons perdu 129 millions d'hectares de forêt. Il faut dire que ça représente quand même, en termes de superficie, la taille de l'Afrique du Sud. C'est considérable et ça montre à quel point aujourd'hui il est primordial de prendre en compte la valeur des forêts, de les préserver et bien entendu de lutter contre le changement climatique et surtout de prendre en compte tout cela dans les négociations qui se passent actuellement avec la COP21. Paul Watson disait le vert et le bleu, finalement c'est des couleurs qui sont ensemble, c'est pas deux sujets séparés, les deux s'emboîtent les uns aux autres. Est-ce que vous êtes, on va faire un diagnostic puis on va se projeter parce qu'il y a des solutions, il y a des propositions concrètes. Est-ce que vous êtes inquiet, Catherine Chabot, Tristan Lecomte ? Parce que c'est vrai qu'il y a des activistes, des acteurs de ce dossier. On voit quand même que l'industrie, je pense au cacao, je pense à l'huile de palme, je pense à des très gros industriels, sont en train aujourd'hui de ravager la planète. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ou est-ce que je suis un tout petit peu tranché ? Tristan Lecomte. Alors, sur les forêts, en effet, 13 millions d'hectares disparaissent chaque année. On détruit plus de 10 millions d'arbres par jour. Alors que pour compenser l'empreinte climatique mondiale, il faudrait en planter 250 millions par jour. Donc on va exactement à l'opposé de là où on devrait aller. Pour les réserves halieutiques, c'est le même constat. On devrait réduire la pêche alors qu'au contraire, on s'engage de plus en plus vers la surpêche. Et la difficulté, c'est que ce soit pour les forêts ou les océans, il y a des gens qui résistent, comme Paul Watson, au péril de leur vie. Parce que quand on est loin sur les océans ou perdu dans la forêt, les gens qui s'opposent à ces tailles illégales, ils mettent en péril leur vie. Même dans un des projets que l'on développe au Pérou, il y a eu des morts.
C'est des zones de non-droit en quelque sorte, où on fait ce qu'on veut. Oui, parce que quand on est au fin fond de la forêt, les gens en général, les forestiers illégaux sont armés, et puis ceux qui viennent résister, les communautés locales se font parfois tuer, ou sans aller jusque-là, c'est très difficile dans certains villages pour les gens qui développent les projets avec nous de défendre la forêt et de se faire caillasser le soir par les autres du village qui au contraire veulent tout raser. Donc c'est une lutte citoyenne face à laquelle souvent on est impuissant, où on doit mettre en péril notre vie alors qu'on défend en fait l'intérêt commun. Et les efforts que l'on fait, nous en 8 ans on a planté 5 millions d'arbres, donc ça représente une demi-journée de déforestation. Donc c'est là qu'on se rend compte. Quel énorme effort. Il y a un énorme effort à produire pour contrebalancer cela. Pour l'instant, on va exactement à l'opposé de là où il faudrait aller. Nos efforts, que ce soit pour la résistance ou dans notre cas pour la régénération et la conservation, c'est ridicule. Au Pérou, la forêt qu'on préserve, elle va représenter peut-être 1% du territoire et 70% est concessionné par des concessions pétrolières. Donc c'est toujours l'échelle un peu des enjeux, qu'on parle du climat, du commerce équitable, de l'agriculture biologique, de la préservation des océans. Mais c'est infime. On est toujours infime par rapport à des enjeux qui sont colossaux. Néanmoins, je pense qu'il ne faut quand même pas se résigner. Il faut s'engager parce qu'on a tellement détruit la planète que finalement, c'est malheureusement la meilleure opportunité de croissance, de création de valeur, de création d'emplois et surtout d'emplois qui ont du sens et qui redonnent du sens à notre vie dans une société consumériste où en fait ce qu'on achète n'a aucun sens et est complètement contraire au bien-être de l'humanité et des générations futures. Catherine Chabot, juste sur le rapport philosophique, c'est intéressant, on reconstruit beaucoup plus lentement que ce qu'on détruit, c'est ce qu'on vient d'entendre. Oui. Et la mer, c'est pareil, j'ai l'impression que la machine est lancée, on ne pourra plus revenir en arrière. Est-ce que mon constat est sombre ? La capacité de résilience de la mer est réelle. Mais moi, j'ai envie de vous donner, pour rebondir sur ce que Tristan vient de dire, un exemple. On avait une représentante de la Banque mondiale il y a 2 jours dans la grande conférence sur les océans que nous avons organisée aux espaces Génération Climat au Bourget. Et elle évoquait ce cas d'une île des Philippines qui a été complètement submergée par un typhon récemment. Et c'est une île qui était boisée et il y avait de la mangrove et il y avait des forêts. Et on s'aperçoit que là où on a retiré la mangrove et les forêts, eh bien, on empêche finalement le trait de côte et le littoral et ces îles, il y a quasiment que ça. Enfin, je veux dire, elles sont environnées par la mer. Les forêts, elles sont là aussi pour tenir le sol, pour permettre. Et les mangroves, c'est pareil. Empêcher l'érosion. Il y a une question aussi de maintien de la biodiversité, mais aussi une question on va dire, de protection du littoral que réalisent ces forêts. Et pour compléter, eh bien, il y a des projets parce que effectivement, Tristan a raison. Il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives. On parlera ça dans les solutions. Il y a aujourd'hui pas mal de projets qui consistent effectivement à replanter de la mangrove. Mais il faut les faire. Mais c'est infime, nous dit Tristan, comparé à la puissance de destruction. Oui, mais alors, parlons de la résilience. Moi, j'ai envie de parler de la résilience. On a regardé, il y a un formidable sujet en Méditerranée qui a été tourné par l'Institut océanographique Paul Ricard. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de station d'épuration à la sortie de l'estuaire à côté de Toulon. Et là, le film tourné par les scientifiques était à hurler. C'était la mort. Il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus rien. On a construit une station d'épuration. 20 ans plus tard, ils sont retournés et la vie avait repris. Il y a une capacité de résilience des écosystèmes pour autant qu'on se donne la peine de les aider à réémerger. Sonia Troidec, quelques mots sur FSC France, parce que c'est un réseau mondial, c'est un label mondial. Et puis j'aimerais entendre évidemment ensuite Paul Watson. Et puis on verra un sujet sur les coraux, sur les fonds marins, parce que c'est un autre sujet évidemment important. Cette certification, il y a une charte extrêmement précise pour y adhérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce que vous êtes dans le même constat que Tristan? C'est long, très lent de reconstruire ce qu'on a détruit. Oui, alors tout à fait, je ne peux que partager cet avis, malheureusement, j'ai envie de vous dire. En revanche, je pense qu'il est important qu'on soit malgré tout optimiste. FSC, c'est une ONG qui justement est née suite à la conférence de Rio de Janeiro de 1992, qui avait mis en avant le constat alarmant de la déforestation. En 1993, FSC a donc été créé pour lutter contre la déforestation. Ce sont des acteurs environnementaux comme WWF, Greenpeace, mais aussi des entreprises de la filière qui avaient envie de se battre
pour justement une gestion plus responsable des forêts, mais aussi des représentants des populations autochtones. Et toutes ces personnes-là, en se réunissant, ont justement créé FSC. Concrètement, aujourd'hui, FSC, comme vous le dites, c'est un réseau qui est mondial. Ça représente 185 millions d'hectares de forêts certifiées, des forêts boréales, tempérées. Que vous sanctuarisez, que vous protégez. Exactement, que nous protégeons. Notamment, on a aussi 30 000 entreprises qui, via cette certification, justement, permettent d'assurer une traçabilité du producteur au consommateur. Et donc, de FSC, notre créneau, c'est de promouvoir une gestion forestière performante, mais qui permette à la fois de répondre aux droits et aux besoins environnementaux, économiques, sociaux des générations actuelles et futures. Paul Watson, il y a des organisations très structurées qui s'engagent, on le voit, c'est extrêmement... Vous, je dirais, votre combat est très empirique, il est très simple. Vous allez physiquement face à des bateaux qui veulent tuer des poissons. Pourquoi ce combat aussi simple, aussi direct ? Parce qu'il y a plein de manières de combattre, hein. Il y a les textes, il y a la loi, il y a le dialogue. Vous avez décidé physiquement de vous engager. Vous savez, pendant des millions d'années, les systèmes de soutien à la vie sur la terre et sur les mers ont très bien marché. Et il y a quelques centaines d'années, nous, l'espèce humaine, avons commencé à détruire systématiquement et tout est en train de s'effondrer. Et cette dégradation de la biodiversité engendre des dommages irréparables. Depuis 1950, nous avons perdu 50% des phytoplanktons sur Terre et qui fournissent une bonne partie de l'oxygène sur Terre. Parce que nous avons détruit, nous avons surpêché les baleines, et donc les baleines sont aussi partie d'une chaîne avec les phytoplanctons, etc. Donc c'est une situation radicale qui nécessite des actions et des solutions radicales. Il nous faut mettre un terme à toutes les opérations de pêche industrielle. Il faut arrêter les subventions la surpêche. Il faut avoir un moratoire de 40 ans. 40 ans. Un moratoire de 40 ans. 40% des poissons pêchés servent à nourrir des poulets, de la volaille ou alors des animaux de compagnie, des chiens, des chats. Ça ne peut pas continuer. On tue 65 millions d'années, 65 millions d'animaux chaque année, et ça produit plus de CO2 que l'industrie des transports dans le monde. Donc il faut changer notre mode agroalimentaire, je dirais. Les Polynésiens avaient un système, je dirais, qui s'appelle le tabou, c'est-à-dire que pendant 25 ans, ils s'abstenaient d'exploiter certaines ressources naturelles. Nous, on n'a aucun tabou. Il faut savoir que les entreprises privées possèdent la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'attaquer à des lois dans des tribunaux. Moi, quand je m'attaque à des baleiniers japonais, c'est moi qui me retrouve devant des tribunaux parce que, justement, les entreprises, c'est elles qui dictent les lois. Nous avons les lois, les règlements existent pour protéger les océans, mais elles ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de motivation économique ou économique. Les gouvernements ne sont pas motivés, à part pour servir leur maître du secteur privé. Très précis. Catherine Chabot, avant de voir le récif corallien, j'aurais juste une réaction parce que on entend quelque chose de fondamental et Tristan Lecomte, les lois ne sont pas faites pour protéger la nature. Enfin, je paraphrase, mais c'est ce que nous dit, ce que nous dit un peu Paul. Ce que nous dit Paul, c'est qu'elles ne sont pas appliquées partout. Les lois, in fine, ne profitent pas à la nature. Pas toujours appliquées. In fine, ne profitent pas à la nature parce que les grandes multinationales n'ont qu'un intérêt, c'est leur profit immédiat. Vous êtes d'accord avec ça, Tristan? Parce que on va à Bornéo, c'est l'huile de palme. On va en Afrique, c'est le cacao industriel. Comment on invente un autre monde? Paul parle de radicalité. Il dit c'est radical, on détruit radicalement la planète. Il faut être radical. Tout à fait, ce que dit Paul, c'est 100% vrai, mais comme on est dans Solution COP21, mais on va se projeter, il a ouvert la porte à un élément. Il y a un élément commun avec ce que tu viens de dire,
c'est que pour la déforestation, 90% des causes de la déforestation, c'est d'origine agricole, c'est pour planter du maïs ou du soja, pour à 70% l'alimentation animale. Nourrir les bêtes. Et donc, un élément simple où on peut agir individuellement, c'est de réduire ou de stopper notre consommation de produits carnés. Si les vaches, elles sont sacrées en Inde, c'est sûrement parce que les sages avaient perçu que si tout le monde mangeait du bœuf, ça allait avoir un gros impact négatif sur les forêts. On est en 2015, on n'a toujours pas compris ça. Donc la viande de bœuf en particulier, impact énorme sur la forêt, il faut arrêter complètement. Si on peut arrêter toute la consommation de tout produit carné, ou au moins réduire, parce que là on est dans une frénésie de toujours plus de viande. On mange 80 kilos par an de produits carnés dans les pays européens, dans les pays dits riches. 20 kilos dans les pays dits pauvres, et tout le monde veut manger 80 kilos par jour. Si c'est ça, il n'y aura plus... Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre, et dans les océans aussi, ça va avoir un impact très négatif. Donc un moyen de réduire, et on en parle peu, c'est réduire sa consommation de produits carnés qui ont une empreinte incompatible aujourd'hui avec le nombre de personnes qu'on est sur Terre. Sans compter le rapport de l'OMS qui parlait des maladies colorectales. Ça avait fait débat il y a quelques semaines où les bouchers avaient dit, attendez, on est d'accord, il faut en manger moins, mais de la bonne viande, puisqu'il y a aussi la question de la qualité de la viande. Ouais. Sonia Troidec et Catherine Chabot, et nos coraux, parce que voilà, on a envie de voir aussi les fonds de la mer. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Tristan, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Et il ne faut pas oublier que les forêts emmagasinent 20 à 100 fois plus de carbone que les terres cultivées. Donc les terres, justement, on est face aujourd'hui à un phénomène catastrophique de déforestation pour justement transformer ces terres pour l'agriculture, l'élevage et aussi l'urbanisation. Et c'est pour ça qu'à FSC, on est en effet un système performant de certification, mais on est aussi une plateforme démocratique, parce que comme vous le disiez, on est face à des enjeux qui sont économiques, aussi environnementaux, et puissants, et sociaux, et puissants. C'est des enjeux à un moment qu'on doit porter au quotidien, et c'est pour ça que nous, on s'entoure à un moment de différents acteurs, de tous les acteurs qui puissent à un moment partager justement à cette protection et préservation des forêts, et surtout à trouver des solutions qui sont communes, puisqu'on a une gouvernance qui reprend les 3 piliers du développement durable. On a une chambre économique où on va retrouver des usagers de la nature, mais on va aussi retrouver des gestionnaires et des propriétaires forestiers. On a des industriels comme Tetra Pak. On va avoir aussi des distributeurs comme Maison du Monde. On a une chambre sociale où on a des syndicats, le SNUPFEN, une association de consommateurs que je représente au nom de Famille de France. Et on a aussi une chambre environnementale avec le WWF et France Nature Environnement. Une contre-structure. Voilà, et c'est primordial de tous se rallier autour justement de ces débats communs pour pouvoir porter des solutions. Catherine Chabot, on va voir notre sujet sur les coraux, mais on a le temps, hein. On n'est pas comme à la télévision, on est pressé, donc on a le temps, on va le voir ce sujet, mais une question sur les mers, puisque vous vouliez réagir à ce que disait Paul Watson. La forêt est privatisée, enfin on a des propriétaires forestiers en France, mais il y a des pays où il n'y a pas de propriétaires. En Afrique, la forêt appartient à un peu tout le monde, ou à l'État. La mer, elle appartient à personne, il y a des zones de non-droit incroyables en mer. Il faut comprendre qu'il y a une partie des océans qui, depuis la Convention de Montego Bay, est sous souveraineté des pays côtiers, jusqu'à 200 000 au large des côtes, voire plus loin. Pour la France, ça représente 11 millions de kilomètres carrés. C'est quand même pas négligeable, et majoritairement dans le Pacifique pour la France. C'est donc je pense que c'est à la fois, ça donne des opportunités pour les pays, mais aussi des responsabilités. Au-delà de cette zone, effectivement, concernant la colonne d'eau, il n'y a pas de texte, c'est encadré par rien. Oui. Alors, il y a éventuellement l'Agence internationale des fonds marins, régit les fonds, mais juste les fonds, pas la colonne d'eau. Il y a aujourd'hui des réflexions qui sont menées autour de la planification spatiale maritime, et je pense que tout ce qui concerne la gestion collective de l'espace maritime, puisque interviennent tous les acteurs en même temps, ça va dans le bon sens. Et les aires marines protégées, qui sont des lieux de gestion collective, vont dans le bon sens. Moi, j'avais deux choses juste que je voulais aborder. Tout d'abord, la biodiversité marine, il faut aussi penser qu'elle n'est pas uniquement sous la pression des pêcheurs. Il y a des pêcheurs aujourd'hui qui s'engagent, et notamment des pêcheurs artisanaux qui font vraiment des choses. Elle est plus globalement sous la pression aussi des pollutions qui viennent de la terre. Il faut comprendre que nous tous qui habitons sur la terre, on a un impact sur les océans. Il faut arrêter de penser que ce n'est que la question des pêcheurs. Et je pense que c'est absolument essentiel de pointer du doigt
des sujets absolument critiques, comme ce que fait Paul, il faut aussi faire comprendre que nous tous avons une responsabilité sur la qualité, sur la bonne santé des écosystèmes marins. Et le deuxième point, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de s'engager. Vous disiez effectivement, vous demandiez à Paul pourquoi lui a choisi le combat, parce qu'à mon avis, Paul, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il en c'est sa raison de vivre, j'ai envie de dire. Je pense qu'on s'engage les uns et les autres, Tristan, Sonia et tout le monde, et moi-même, comme on est. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis... Voilà, et Arnaud aussi, avec ce qu'on est. Moi, je sais que je m'intéresse depuis toujours aux solutions. C'est pour ça que Solutions COP21, je m'y retrouve bien. Quand j'entends FSC aussi, je pense comme vous qu'il faut travailler aussi avec les industriels. Moi, c'est ce que je Selon sa méthode, tout le monde marche... Il faut travailler tous ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement... Moi, ma mobilisation vient des déchets que j'ai pu voir en mer, et je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. C'était la question, avant de voir les coraux. Il existe, parce que c'est vrai que les Français qui vivent sur Terre et qui n'ont pas le plaisir de sillonner les océans, on nous parle d'espèces de microstructures gigantesques faites de plastique. C'est vrai, c'est pas vrai, on l'a vu, ça existe ou pas? Pour ceux qui... Il faut comprendre. Parce qu'il y a souvent un débat. Alors, il faut bien comprendre. Moi, j'aime pas l'appellation continent parce que c'est pas vrai. Continent. Si c'était à la limite un continent, ce serait peut-être plus facile à gérer. Et malheureusement, c'est complètement diffus. C'est d'une concentration formidable. Moi, je les vois depuis que je navigue, depuis que je traverse ces océans. La première fois que j'ai traversé, c'était en 87. Et j'en vois, c'est ça qui a fait que je suis mobilisée. Maintenant, ça vient pour 80% de la Terre. Donc, il faut déjà regarder en amont du côté de la production et puis aussi éviter que ces macro-déchets rejoignent le large, ils arrivent vers les estuaires, on peut commencer aussi à agir là. C'est une véritable problématique, il y en a des milliards et ça se fragmente partout. Des microstructures. Paul Watson, on regarde mon sujet sur les coraux et vous réagissez juste après parce que vous battez contre les baleiniers et vous venez de le dire avec fougue, avec passion. Regardez ce sujet justement sur ces récifs coralliens, c'est les fonds marins, c'est magnifique, ils blanchissent, ils meurent, ils se détruisent. Regardez, c'est un bilan catastrophique. En 2050, une partie de nos récifs auront été détruits, endommagés. Regardez. Forêt sous l'eau. Avec l'Amazonie, voici l'endroit où l'on trouve le plus grand nombre d'espèces vivantes, les récifs de corail. Pourtant, dans quelques années, ce même endroit pourrait ressembler à cela. Des coraux brisés, morts. L'animal ne supporte pas le moindre changement de température. Or, les océans se réchauffent. Le corail blanchit, agonise et finit par mourir. Ailleurs, les récifs sont dégradés par la pêche à la dynamite, l'urbanisation ou le tourisme de masse. Si rien n'est fait, dans 30 ans, 90% du corail aura disparu. Dans 40 ans, il n'y en aura plus du tout. Ce sera aussi la disparition de milliers de poissons avec des conséquences pour l'homme. On estime à 275 millions dans le monde la population qui dépend directement du corail, que ce soit par la nourriture, la pêche donc, que ce soit par la protection des côtes, que ce soit par l'usage pharmaceutique qu'on peut faire de certaines molécules. Donc si, dans un schéma très dramatique, les récifs coralliens disparaissent, ça a un impact direct sur les populations mondiales. Les récifs coralliens forment aussi un rempart contre la houle sur des kilomètres de côte. De nombreuses initiatives sont prises pour réimplanter du corail, comme dans cette pépinière en mer Rouge. Mais seule une prise de conscience mondiale peut encore inverser le destin des océans. Paul Watson, le corail, les poissons, même combat. Là aussi, vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le fond des mers est en grand danger? We're taking 100 million fish out of the reefs just for people's home aquariums. You know, we got to put an end to that. If you eat a fish, you're part of the problem. This planet wasn't meant for 7.5 billion meat-eating, fish-eating predators. We've increased our numbers, that means we have a responsibility to decrease our consumption, and the only way we're going to do that is through a plant-based diet. And leave the ocean alone. You know, the best way to protect our ocean is to do absolutely nothing. But to do nothing, you got to do something, and that is leave it alone. Let it regenerate, let it revive. It has the capacity to do that. You know, every day, one blue whale dumps into the ocean 3 tons of whale shit. Heavy in nutrients like iron and nitrogen, which feeds the phytoplankton, which feeds the zooplankton, which feeds the fish.
déchets et d'excréments. Et ceci permet de supporter tout un sorte de système de vie. Mais on ne sait plus ce qu'on fait parce qu'on est tellement arrogant et ignorant d'un point de vue écologique qu'on ne regarde plus les choses. On va résoudre ce petit problème ici, ce petit problème là. Mais le fait est qu'en fait, il faut laisser les océans tranquilles, les forêts tranquilles. Les seuls qui appartiennent aux forêts tropicales, ce sont les Indiens qui sont nés là-bas, qui savent s'en occuper. Donc il faut laisser tous ces éléments seuls. Donc combien est-ce qu'il faut qu'il y ait de gens en Australie? Quelle serait la meilleure solution pour la population? Moi j'ai dit 200 000 aborigènes, c'est tout. Donc il faut faire quelque chose pour régler le problème, parce que si on ne le fait pas, il n'y aura plus d'avenir. D'ici à 2025, il n'y aura plus de récifs coralliens. D'ici 2050, plus de poissons. Donc situation radicale qui appelle à des solutions radicales. Là encore une fois, il y a une forme de radicalité. Si on ne fait rien, on est en très grand danger. Il faut ne rien faire, et là où ça rejoint aussi les pratiques qu'on encourage au niveau de l'agroécologie et des pratiques agricoles, c'est qu'il y a un agroécologue qui s'appelle Masanobu Fukuoka qui, dans les années 70, a écrit un bouquin qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille ». Et lui, il a prédit que l'agriculture intensive, ça allait être une suite d'erreurs pour laquelle on allait essayer de créer des remèdes qui allaient créer des problèmes encore plus grands. Nous sommes dedans là. On est en plein dedans, on va toujours inventer un nouveau truc. Maintenant, c'est les OGM qui vont régler tout le problème, alors que ça ne crée que des problèmes encore plus grands. Et l'agriculture proposée par Masanobu Fukuoka, c'est l'agriculture du non-agir, du laisser-faire. Parce que la nature, avec ses multiples interdépendances, est beaucoup plus puissante que notre petit cerveau humain. Et en suivant cette méthode de l'agriculture naturelle, l'agriculture sauvage, il a réussi à avoir les rendements rizicoles les plus élevés du Japon. Donc on peut en plus avoir les rendements les plus élevés en laissant faire la nature. Et il faut réorienter la science non pas vers la création de produits artificiels et chimiques qui sont issus de notre cerveau, mais orienter la science vers l'observation du vivant pour maximiser ses interdépendances pour le bénéfice de l'ensemble des espèces. Je voudrais dire un dernier petit incident par rapport aux entreprises. On a dit oui, les entreprises dirigent le monde, mais c'est à nous aussi, chacun, et c'est très peu développé en France par exemple, de boycotter les marques qui n'ont aucun engagement, qui n'ont rien à dire sur la relation qu'ils entretiennent avec les producteurs, le prix qu'ils payent et les engagements environnementaux qu'ils prennent. Donc boycott de toutes ces marques qui n'ont plus rien à faire dans le paysage, puisqu'on sait qu'on est face à une crise climatique aujourd'hui et tout le monde en est conscient. Et aussi d'un autre côté, encourager celles qui commencent à faire des efforts, celles qui s'engagent pour... En fait, pour moi, c'est la carotte et le bâton, quoi. Il faut les deux. Il faut Greenpeace qui leur tape dessus parfois pour leur dire... La radicalité. Et ensuite, des opérateurs qui proposent aussi des solutions, comme le FSC ou nous-mêmes, pour pas juste être dans l'impasse. Paul Watson a été le cofondateur de Greenpeace, qui est un mouvement effectivement radical, juste pure project. Quand vous êtes face à des entreprises, quel mode, quelle stratégie vous adoptez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle a une qualité, c'est de faire du profit, c'est d'ailleurs le propre d'une entreprise. Quelle stratégie vous adoptez pour lui faire comprendre qu'elle doit muter, qu'elle doit changer, qu'elle doit aller vite? C'est compliqué? On lui montre que c'est dans son intérêt. Toutes les entreprises sont interdépendantes des écosystèmes, mais elles n'en ont pas conscience, comme vous le dites. Et donc on leur montre que pour acheter des produits agricoles, pour faire, que ce soit d'ailleurs du café, du cacao, du thé, du cachemire, de la soie, du coton, que sais-je, on a besoin des écosystèmes et on ne pourra pas faire de bons produits issus d'écosystèmes dégradés ou en déséquilibre. Et ils vous entendent ? Bien sûr, parce que de plus en plus, ils voient qu'ils ont du mal à acheter ces produits, il n'y en a plus ou difficilement, et donc il faut aller régénérer les écosystèmes là où on avait complètement négligé ces éléments-là. Je me rappelle d'un jeune américain qui disait « Pourquoi est-ce qu'on veut aider les agriculteurs? On s'en fiche, le lait, on le trouve dans les supermarchés. » C'est un peu ça ce qu'il faut rétablir. Et les poissons carrés dans les assiettes. Paul Watson. Mais la mentalité des entreprises, c'est comme une selle cancéreuse. Elle croît simplement pour croître. Elle ne va nulle part simplement, elle veut croître. Et donc elles investissent dans l'extension. Pour ce qui est de l'industrie tonnière, plus ils mettent de thon dans les dépôts, moins il y en a dans la mer, et plus ils en ont dans les dépôts, plus le prix du thon augmente. Et donc s'ils ont 15 ans de dépôts dans les 15 ans de stock dans les dépôts, ils peuvent le vendre à un prix plus élevé. Et donc, il faut comprendre que les entreprises sont intéressées uniquement par les profits. Et ils se disent, oh, ben les générations à venir, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Et voilà où on en est.
So we put things in fridges and we let the price go up to make even money. Catherine Chabot, you went around France and you were telling me backstage, and we'll see in the third part of this newscast, that there are documents that are being prepared for the COP21. They talked about oceans and forests, and once in a while they would remove the word ocean, but they would keep the word forest. So what is it that you wish for? Que le mot océan apparaisse, et vous, avec vos capacités à convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en matière de solutions? Qu'est-ce qu'on vous a dit ici, là, en France, pour changer le monde? Oui, alors le mot forêt, lui, ne disparaît pas parce qu'il a toujours été. Le mot océan, on regarde tous les jours le draft du traité, enfin voilà, et on voit un coup. C'était drôle parce que jeudi matin, il a émergé le mot océan, puis jeudi soir, il n'y était plus, puis il était à nouveau. Mais comment vous l'expliquez, Catherine Chabot? Pourquoi c'est si compliqué? Je pense. Pourquoi c'est si compliqué? C'est vrai que c'est la ministre de l'écologie qui reprend une expression d'autre. Il n'y a pas d'électeurs dans les océans, donc c'est un. Il n'y a que les poissons, ouais. Il y a que les poissons, donc c'est un sujet dont on ne s'est pas véritablement soucié. Et je pense que les enjeux que nous sommes en train de décrire n'ont pas été aujourd'hui portés dans les négociations climatiques. C'est un élu qui, il y a plusieurs mois, m'avait dit, quand je leur disais, mais pourquoi les océans sont absents? Il me dit, mais vous savez, les négociations climatiques, ce sont des négociations économique. On a regardé le climat uniquement au travers du prisme de l'énergie et pas du tout de la biodiversité. La problématique, c'est qu'on a toujours considéré que pour résoudre cette problématique du réchauffement climatique et donc de la forte concentration de CO2 dans l'atmosphère, il fallait réduire nos émissions de CO2, ce qui est absolument capital. Il faut réduire nos émissions de CO2, ça c'est sûr. Mais il faut en même temps donner aux écosystèmes terrestres et marins la capacité de continuer à jouer leur rôle de pompe à carbone. La mer en est saturée. La baseline de la plateforme Océan Climat, c'est un océan en bonne santé, c'est un climat préservé. Et ça, c'est étrange, mais les négociateurs n'ont pas forcément toujours compris. Alors on espère bien évidemment que l'océan va venir... in fine, alors notre objectif sur la COP21, c'est au moins de faire de la sensibilisation, de faire passer nos messages, et c'est vrai qu'à terme, ce que l'on demande, c'est d'abord un rapport spécial du GIEC. C'est Monaco qui a été le premier État à demander un rapport spécial du GIEC sur les océans. Les océans sont dans le rapport des experts du climat, mais ils sont un peu diffus. On voudrait vraiment un rapport consacré aux océans. Et puis, alors il y a des États aussi qui ont relayé tout ça. Et puis, je présenterai votre plateforme. Hein. Vous avez une plateforme Ocean Climate qui s'appelle le plaidoyer. On va montrer ce document parce que pour le coup, c'est ce que vous. Et on a lancé un appel et voilà, il faut qu'on ait vraiment plus de signatures. On en est à 25 000 aujourd'hui. Un appel pour faire entendre la voix de l'océan dans les négociations climatiques. La voix de l'océan. C'est joli. On pense véritablement que l'océan doit intégrer la Convention climat. Sonia Troadec, pour conclure notre débat, j'aimerais vous entendre tous en guise de conclusion. On dit que finalement il faut protéger la mer, l'océan, c'est bon pour la biodiversité. J'ai envie d'aller plus loin, c'est bon pour notre bien-être finalement. C'est bon pour l'homme parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'inverse. On nous dit mais laissez tomber la forêt, les poissons, on s'en fout. Ce qui compte c'est l'homme, son bien-être. Mais tout est intimement lié. Exactement, les forêts sont indispensables pour l'avenir de l'humanité, tout comme les océans, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, ce sont deux espaces naturels qui sont porteurs de solutions, sont les deux premiers puits de carbone. Ce sont donc bien entendu deux enjeux clés pour la lutte contre le changement climatique. On parlait tout à l'heure, enfin Tristan et Catherine, de préservation de la biodiversité. J'aimerais rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nos besoins, on a une pression très très forte sur l'environnement et il est important de pouvoir à un moment préserver notre environnement tout en répondant à nos besoins. À FSC, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on est pour la préservation des forêts naturelles, mais on est conscient aussi qu'on doit faire face à une demande qui est croissante en termes de bois. Et c'est pour ça qu'à un moment... Bois de chauffe, bois, parce qu'il y a deux débats là. Il y a ceux qui se chauffent avec le bois, puis il y a ce bois de sève qu'on utilise pour les meubles, qui sont des bois... Les forêts, si vous voulez, c'est l'habitat, c'est du bois de chauffe, c'est du bois de construction, c'est l'ameublement. La forêt nous permet aussi de nous alimenter, de respirer, hein, puisque c'est un des
poumons. Donc c'est un permanent rapport de force entre... Exactement. Et si vous voulez, il est vrai qu'on parlait des entreprises. Aujourd'hui, oui, elles ont un rôle à jouer. Tout comme chacun des acteurs, hein. Moi je le dis, c'est à chaque fois c'est un combat. Les citoyens porté par tous les acteurs. Moi, je vois dans les îles Salomon, sont des îles qui se trouvent dans le Pacifique. On a une entreprise forestière qui, grâce à la certification FSC, a permis un développement économique à long terme de l'île. Ils ont du coup compris qu'à un moment, ils pouvaient rentrer dans un marché niche, ils pouvaient valoriser leur bois. Ils ont donc à un moment un prix qui est supérieur, donc qui permet aux ça ressemble au bio, ça ressemble un peu à de vivre décemment. Et bien entendu, on préserve aussi tous les aires qu'il y a à préserver, les espaces. Il nous reste 5 minutes, alors c'est pas du tout. Alors juste pour conclure, il faut conclure parce que j'aimerais vous entendre. Sur les solutions, nous FSC, voilà, ce qu'on demande, on a porté un manifeste dans le cadre de la COP 21 pour interpeller les gouvernements, pour prendre en compte l'importance capitale de la forêt, le rôle indéniable qu'elle joue dans l'atténuation du changement climatique. Voilà, l'action doit être collective. Un manifeste. Voilà. Paul Watson, votre conclusion, vos prochains combats et vos prochaines mères, dans vos solutions, on l'a compris, c'est la radicalité, c'est l'engagement physique et c'est aussi la mobilisation des militants qui vous suivent. I think we have to keep in mind that in 1950 there were 3 billion people on the planet. In 92 there was 5 billion people. Now there's 7.5 billion people. Where is this going to end? Because as our numbers increase and resources diminish, then it's going to lead to catastrophe. And that has to be developed. And I think the solution to this is that we need to develop and return to a biocentric point of view. That is, we're part of nature. We're not dominant in control of nature. We live in this anthropocentric reality where we think we're above everything else, that we're more important than anything else. You know, when I say that fish and worms and bees are more important than people, people get really outraged. But I say that because fish and worms and bees are more important than people. Because they can live here without us, we cannot live here without them. We need them, they don't need us. And until we realize that we have that interdependence and how important it is, we're not going to survive on this planet. We have to live within the boundaries of the laws of ecology, diversity, interdependence, finite resources. And if we don't, we will go extinct, and the rest of the world will be better off for it. Le reste du monde s'en portera que mieux. Catherine Chabot, les solutions, vous y tenez beaucoup. Oceanclimate.org, c'est ce site sur lequel vous pouvez aller. Vos solutions à vous, Catherine Chabot. Oui, le dialogue, l'échange. Oui, moi j'invite à regarder aussi toutes les solutions que nous avons collectées sur notre Tour de France des solutions pour le climat, donc tourdefrancepourleclimat.com. Parce que nous avons trouvé sur le littoral d'abord des acteurs qui sont, il n'y a pas de climato-sceptiques dans tous les gens qu'on a rencontrés, des acteurs qui sont déjà non seulement engagés pour la préservation des écosystèmes, mais aussi pour développer des énergies marines, mais aussi pour redonner aux écosystèmes leur capacité de régénérescence. Et puis aussi, donc je vous invite vraiment à regarder, on a tourné des sujets sur la mobilité durable. Oui, il y a beaucoup de vidéos très sympas. Des gens engagés qui nous ont tous fait passer le message, et des entreprises, beaucoup, des collectivités territoriales. Moi, je crois vraiment qu'effectivement, c'est notre affaire à tous, y compris dans notre quotidien. Le développement de l'économie circulaire, c'est pas uniquement l'affaire des entreprises et des collectivités territoriales, c'est aussi l'affaire des citoyens dans leur manière de consommer. Ça peut être un nouveau souffle économique aussi. Absolument. Et moi, j'ai envie de finir par une note positive. On a vu plein de sujets émergents. Ce que demandent les acteurs qui s'engagent, c'est le droit à l'expérimentation. C'est en tous les cas en France moins de normes. Il y a un cadre normatif en France qui est compliqué quand on veut développer des éco-innovations. Juste un exemple. Et Tristan. Sur le développement des matériaux biosourcés, moi je m'intéresse à ce sujet depuis longtemps. Et bien aujourd'hui, quand vous construisez un matériau qui est compostable en fin de vie, il est considéré comme un matériau, un déchet ultime. Il n'a pas encore trouvé sa place dans les textes. Donc il est important qu'on... Voilà. Merci Catherine Chabot, merci. Je présente oceanclimate.org, je leur dis. Et puis pendant que j'y suis, Marine et Océan, le temps de l'action. Voilà, ça je vais l'offrir à Paul Watson. Voilà, c'est pour vous. C'est un small gift. Tristan Lecomte, pour conclure, du positif. Vous avez 30 secondes, c'est pas facile. Ok, du positif, s'engager rend heureux.
s'engager crée du sens. Je pense que donc c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est comme ça qu'on peut remplir sa vie, avoir une vie qui a du sens, comme celle de Paul ou celle de, je pense, tous ceux qui s'engagent. Comme vous aussi Arnaud. Et puis sur une note aussi peut-être philosophique mais fondamentale, il faut sortir du spécisme. Le spécisme, c'est penser que notre espèce est supérieure aux autres. C'est comme du racisme mais appliqué aux espèces. Il faut sortir de ça parce que là on est en train de bouffer tous les autres et ça crée un vrai problème pour l'humanité, pour nous-mêmes. C'est pas pour sauver les petits poissons qu'on dit ça, mais même si c'est aussi pour ça, c'est pour nous sauver nous, et que c'est très important et de montrer que c'est pour notre propre bonheur, pour notre propre bien-être. Les écologues, on n'est pas là pour embêter les autres, on est là pour sauver l'humanité et rien d'autre. Merci pour cette conclusion. Merci à vous qui êtes venus dans la salle nous écouter. Merci à Paul Watson qui va repartir dans les mers du monde. Seashepard.org pour ceux qui veulent adhérer, acheter le t-shirt. FSC et France. On vous invite à consulter notre site internet. On peut signer notre manifeste en direct sur le site FSC COP21. COP21. Voilà. Merci Sonia. Il est important que les consommateurs puissent faire aussi des choix éclairés. Vous avez été formidable Sonia. Merci à Catherine Chabot, j'ai été ravi. On a vu votre site Climate. Ocean Climate. L'appel de l'océan pour le climat, c'est #Ocean for Climate. Alors, #Ocean for Climate. Et merci à Tristan Lecomte, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Pur projet. Allez sur le site. Il y a aussi un compteur des arbres qu'on plante. Allez voir ce qu'ils font. C'est formidable. C'est bon pour la planète. Et puis ça rend heureux. Regardez le sourire qu'a Tristan. Voilà. Merci à vous quatre. Tout de suite, c'est le direct.